Le ghosting professionnel. Vous savez, disparaître de son travail du jour au lendemain sans un mot. En Algérie, ce n'est pas juste une mauvaise manière, c'est un véritable champ de mine juridique. Un simple geste qui peut avoir des conséquences, disons, désastreuses, que ce soit pour l'entreprise ou pour le salarié. Allez, on décortique ensemble les règles de ce jeu un peu dangereux où la moindre erreur de procédure peut coûter très, très cher. Et cette phrase, elle tape pile dans le mille. Elle résume tout. Imaginez, d'un côté, l'employeur se retrouve avec un poste vide, la production qui coince et un casse-tête administratif monstre. De l'autre côté, le travailleur qui pense peut-être avoir trouvé la sortie de secours facile, mais qui en réalité saute à l'élastique sans élastique, risquant de perdre tous ses droits et de griller son avenir professionnel. Et attention, ce n'est pas un phénomène rare, loin de là. Regardez ce chiffre, il donne un peu le vertige. Plus de 11 000 infractions liées au droit du travail, rien que sur le premier trimestre 2024. Et une grosse partie de ces litiges vient de quoi? Eh bien précisément d'une rupture de contrat mal gérée, très souvent liée à un abandon de poste. Ça montre bien l'ampleur du problème et le flou qui existe sur le terrain. Alors, pour y voir plus clair dans tout ça, voici notre plan de bataille. D'abord, on va voir ce que ce ghosting a de si particulier en Algérie. Ensuite, on attaque le gros morceau, la séparation totale entre le secteur public et le secteur privé. Après ça, on va zoomer sur les deux procédures, la révocation et le licenciement, qui n'ont rien à voir. Et on terminera par la douloureuse, le coût bien réel d'une petite erreur. On entre direct dans le cœur du sujet. Pour comprendre l'abandon de poste en Algérie, il faut intégrer une chose fondamentale. Il n'y a pas une règle, mais bien deux mondes juridiques qui coexistent sans jamais se toucher. Le statut, fonctionnaire ou salarié du privé, change radicalement la donne. La procédure, la sanction et même le tribunal qui va juger l'affaire, tout est différent. Ce tableau, il est parfait pour visualiser cette séparation. D'un côté, on a tout le monde de l'entreprise. La PME du coin, comme les géants publics, comme Sonatrach. Eux, ils sont sous la loi 90-11. On parle de licenciement pour faute grave et les conflits finissent au tribunal social. Et de l'autre côté, complètement à part, l'administration, une mairie, un ministère. Là, c'est l'ordonnance 0603 qui dicte les règles. Le mot-clé n'est plus licenciement, mais révocation, et c'est le tribunal administratif qui s'en occupe. Deux mondes, deux vocabulaires, deux justices. Bon, plongeons dans le premier univers, la fonction publique. Et là, attention, la procédure est d'une rigueur quasi militaire. Tout est réglé comme du papier à musique par un texte, le décret 17-321. Pour un fonctionnaire, abandonner son poste, ce n'est pas juste une absence. C'est considéré comme une rupture de son engagement envers l'État. Et la machine administrative qui se met en marche, elle est implacable. La règle est mathématique, il n'y a pas de place à l'interprétation. Pour l'administration, l'abandon de poste est officiellement reconnu après exactement 15 jours d'affilée d'absence. Et attention, sans justification valable. Et ce valable, il est très strict. On parle de cas de force majeure, une catastrophe, une maladie gravissime éprouvée. Le petit mot du médecin pour une grippe ne suffira pas. Et voilà le compte à rebours en action. L'administration ne reste pas les bras croisés. Dès le deuxième jour d'absence, paf, une première mise en demeure est envoyée. Si le fonctionnaire ne donne pas de nouvelles, 5 jours plus tard, paf, deuxième mise en demeure. C'est le dernier avertissement. Et si au 15e jour, c'est toujours le silence radio, la sentence tombe, la révocation. C'est un processus quasi automatique. Et c'est là que ça fait le plus mal. Le vrai coup de massue, ce n'est pas seulement de perdre son poste, c'est cet effet rétroactif. Ça veut dire que la décision de révocation ne s'applique pas à partir du jour 15, non. Elle remonte au tout premier jour de l'absence. Concrètement, le salaire de toute cette période est annulé. Le service est considéré non fait depuis le début. C'est d'une sévérité absolue. Ok, on change de planète maintenant. Direction le secteur privé. Et là, on oublie tout ce qu'on vient de voir. Fini le compte à rebours strict des 15 jours. Dans le privé, la validité de toute la procédure repose sur un seul et unique document. Un document souvent négligé, mais qui est en fait la loi suprême de l'entreprise, le règlement intérieur. Cette petite phrase, elle vient directement de la Cour suprême, et elle est sans appel. C'est la règle d'or. Si l'abandon de poste n'est pas clairement défini comme une faute grave dans le règlement intérieur de l'entreprise, l'employeur ne peut tout simplement pas licencier pour ce motif. Même si le salarié a disparu depuis des mois, sans ce règlement, le licenciement sera automatiquement jugé abusif. Et ça, ce n'est pas une interprétation, c'est du solide, c'est la loi. Cet arrêt de la Cour suprême le dit noir sur blanc. Non seulement le règlement intérieur doit exister, mais en plus, la lettre de licenciement doit faire expressément référence à l'article précis du règlement qui a été enfreint. C'est un détail, mais c'est une obligation de forme absolument capitale. Une simple omission et tout s'écroule.
La procédure dans le privé est donc un peu plus flexible sur les délais, mais tout aussi formelle. En général, on constate l'absence. Au bout de 48 ou 72 heures, on envoie une mise en demeure. Mais attention, par lettre recommandée avec accusé de réception, c'est la seule preuve qui vaille. Si la personne se manifeste, il faut organiser un entretien. Et si la décision finale est le licenciement, la lettre doit, on l'a vu, pointer vers le fameux article du règlement intérieur. Bon, on a vu les deux procédures. Maintenant, passons à la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe quand on se trompe ? Parce que c'est là qu'on mesure vraiment les enjeux. Une simple erreur de forme, un recommandé oublié, une mauvaise référence, et une situation qui paraissait simple se transforme en véritable cauchemar financier pour l'employeur. Et quand on dit cauchemar financier, on pèse nos mots. Regardez, pour un salaire moyen de 50 000 dinars, si un juge décide que le licenciement est abusif à cause d'une erreur de procédure, l'addition est salée. L'indemnité, c'est minimum 6 mois de salaire. On ajoute le préavis, les dommages et intérêts, on dépasse très très vite les 500 000 dinars. C'est fou, non ? Le salarié est bien parti, mais c'est l'entreprise qui paie, juste pour une erreur de paperasse. Ah, le fameux cas du départ par SMS, un grand classique. Un salarié envoie un message « C'est fini, je ne reviens plus ». Le patron se dit « Ok, bon débarras ». Grosse erreur. Juridiquement, un SMS, un message WhatsApp, ça n'a aucune valeur de démission. L'employeur aurait dû faire comme si de rien n'était et lancer la procédure officielle. En ne le faisant pas, il a ouvert la porte au salarié pour l'attaquer pour licenciement abusif et le salarié a gagné. Autre exemple, validé tout en haut par la Cour suprême. Un salarié est en détachement, donc son absence est parfaitement légale. Mais à la fin de son détachement, on lui demande de réintégrer son poste. Il refuse. L'employeur envoie une mise en demeure, il refuse toujours. Résultat, licenciement pour faute grave et la justice a donné raison à l'employeur. La leçon ? Une absence autorisée a toujours une fin et refuser de revenir, c'est bien un abandon de poste. Face à ce labyrinthe juridique, à ces risques financiers énormes, la question qui brûle les lèvres, c'est concrètement comment on fait pour ne pas tomber dans ces pièges ? Comment on sécurise la procédure, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière ? Pour l'employeur, la sécurité repose sur 3 piliers. Vraiment 3 choses à graver dans le marbre. Premièrement, le règlement intérieur. Il doit être impeccable, à jour, précis. Deuxièmement, la traçabilité. La seule preuve qui tient devant un juge, c'est la lettre recommandée avec accusé de réception. Et troisièmement, la chronologie. Il faut respecter les délais à la lettre, sans précipitation. Et pour le travailleur, le conseil est encore plus simple et encore plus direct. L'abandon de poste est toujours une mauvaise idée. C'est se tirer une balle dans le pied. On perd ses indemnités, on se met dans une situation compliquée pour ses droits au chômage, et dans le public, on peut se fermer les portes de l'État. La seule et unique manière de partir proprement, c'est la démission formelle. Par écrit, en respectant son préavis, point. Au final, on voit que cette histoire d'abandon de poste, ça va bien au-delà d'un simple conflit personnel. Savoir gérer une fin de contrat de travail dans les règles, c'est un signe de professionnalisme et de maturité. Pour tout le monde. Pour les entreprises, maîtriser ces procédures, ce n'est pas juste une contrainte. C'est un élément clé pour bâtir des relations de travail plus saines et à plus grande échelle, pour contribuer à une économie plus stable et plus prévisible.